Bonjour et merci de nous retrouver sur LCP. Durant plus de 2 heures, nous allons vous faire vivre tous les événements politiques du jour. Le vote sur les retraites, c'est dans une quinzaine de minutes. Et puis à 17 heures, le début des débats sur le budget 2014. Mais avant cela, nous allons bien évidemment débriefer ces questions au gouvernement largement consacrées, vous l'avez vu, aux impôts, aux retraites, mais aussi à cette crise en Bretagne. Et pour en débattre, mes deux invités, Rudy Sall pour le groupe UDI, Christophe Cavard pour les écologistes. Les séances continuent, et bien c'est tout de suite générique. Bonjour Rudy Sall et bonjour Christophe Cavard, merci d'être sur le plateau de la séance continue. On va d'abord parler de fiscalité, c'est un matraquage, un rasoir à plusieurs lames, un zigzag fiscal. Les mots ne vous manquent pas, Rudy Sall et à toute l'opposition, pour dénoncer ce budget 2014. On va le détailler, on va en débattre, mais avant cela, on va retrouver Fernand Tavares à des 4 colonnes à l'Assemblée, aux côtés justement du ministre du budget. On parle beaucoup de lui aujourd'hui, Fernand. Effectivement, monsieur le ministre, merci d'être avec nous en direct. Alors, à chaque fois qu'on examine un budget à venir, c'est l'affrontement entre la majorité et l'opposition, quelles qu'aient été les périodes. Et pourtant, le groupe socialiste, ce matin, un de ses porte-paroles, nous a indiqué que 2014, ça serait une année de l'embellie et du réveil de la croissance. Autrement dit, on pourrait être, si j'ose dire, optimiste. Quand on a entendu tout à l'heure l'opposition, en particulier l'UMP, monter au créneau et vous pointer du doigt, on a l'impression que ce budget 2014, le débat qui va démarrer tout à l'heure, ne va pas être très serein alors que vous le souhaiteriez. Écoutez, moi je n'aime pas les polémiques inutiles. Le pays ne peut pas être constamment dans la confrontation, dans les polémiques, dans l'antagonisme. Il faut que ce débat soit un débat de bonne qualité, que nous essayons de placer le débat au bon niveau. Et placer le débat au bon niveau, c'est montrer ce que contient ce budget pour redresser nos comptes publics. Lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité, le déficit budgétaire était de 5,3%. Il a diminué, il doit être en 2014 de 3,6%. C'est-à-dire que nous sommes dans une séquence continue de diminution des déficits. Par ailleurs, nous finançons nos priorités. Et nous finançons nos priorités pour créer les conditions de la croissance. Et comme vous avez pu le remarquer, les prévisions de croissance qui étaient les nôtres pour 2013, 0,1%, pour 2014, 1%, sont aujourd'hui confortées par l'ensemble des institutions internationales. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ce budget et le débat qui va avoir lieu tout à l'heure à l'Assemblée nationale permettent de créer les conditions de la croissance et de l'inversion de la courbe du chômage. Pour moi, ce budget, c'est le budget de la croissance. Alors il y a une question de la courbe du chômage et du redressement des comptes publics. Alors il y a une question évidemment grand public, un petit peu facile. Ce sont les impôts sur le revenu. Alors la droite parle de matraquage fiscal. Ceux qui reçoivent leur feuille d'impôt poussent des cris en disant mais est-ce que ça va durer encore comme ça en 2014 ? Oui, je veux dire des choses très précises sur ce point aux Français parce qu'il y a une grande campagne de désinformation. Oui, les impôts ont augmenté. Ils ont augmenté du fait des décisions prises par la précédente majorité qui a fait 20 milliards d'impôts en 2011, 13 milliards d'impôts en 2012. Nous-mêmes, lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité parce que nous devions engager le comblement des déficits, nous avons fait une trentaine de milliards d'impôts sur les entreprises et les Français. Le budget 2014 est un budget qui propose 1 milliard d'augmentation de la pression fiscale. Là où, depuis 4 ans, les budgets propose 20 milliards d'augmentation de la pression fiscale. Nous faisons un effort d'allègement de la pression fiscale sur les entreprises pour muscler notre appareil productif. Les Français, il est vrai, sont encore appelés à l'effort cette année, mais ils le sont pour sauver notre modèle social français, pour poursuivre la réduction des déficits. Et quand je dis sauver notre modèle social français, c'est assurer la pérennité de notre système de retraite, c'est garantir la poursuite de la politique familiale, c'est assurer la généralisation des complémentaires santé qui permettra notamment à près de 275 000 Français qui n'étaient pas couverts par les complémentaires santé de l'être. C'est donc pour la solidarité que nous demandons ces efforts, pour la solidarité et la pérennisation du modèle social français. Merci monsieur le ministre, nous nous retrouvons tout à l'heure dans l'hémicycle. À vous Thomas Soulier. Et on suivra le début de l'examen de ce projet de loi de finances, ce sera autour de 17 h en direct sur LCP. Alors le budget c'est un moment fort pour l'opposition, pour la majorité et ses alliés. Christophe Cavard, allez-vous voter ce budget 2014 ? Écoutez, de toute façon, vous savez que c'est un acte politique fort. Donc, ne pas voter un budget, c'est tout simplement ne plus rester dans la majorité. Donc, à cette réponse, oui, nous n'avons pas l'intention, jusqu'à preuve du contraire, de sortir de cette majorité. On votera ce budget. Par contre, le débat parlementaire, c'est parce qu'on annonce effectivement cette logique politique
que le débat parlementaire ne servira pas, lui, pour essayer d'améliorer aussi les séquences du budget. Je crois que la Commission des finances travaille largement avec l'ensemble des élus de l'opposition comme de la majorité sur un certain nombre de sujets. Et il y a eu des votes d'ailleurs qui ne sont pas toujours les votes que souhaitait le gouvernement dans cette Commission des finances. Voilà, c'est le rôle des parlementaires et en tout cas le groupe des écologistes fera tout aussi pour aller améliorer ce budget. Nous pensons qu'il y a des améliorations à faire. Rudy Sall, on se doute que je ne vous pose pas la question, vous allez voter contre ce budget 2014, on s'en doute. On parle beaucoup des hausses d'impôts, vous avez entendu Bernard Cazeneuve, il dit on était obligé, et Jean-Marc Ayrault l'a dit, j'assume cette augmentation d'impôts. Est-ce qu'on aurait pu éviter, selon vous, ces augmentations d'impôts? Mais d'abord, on part d'un mensonge. Car pendant toute la campagne électorale, M. Hollande nous avait raconté que la crise était une invention de la droite et qu'il n'augmenterait pas les impôts. Il a nié complètement la situation de crise dans laquelle nous nous trouvions, une crise internationale extrêmement grave, à laquelle le gouvernement précédent avait été obligé de faire face. Donc, à partir de ce mensonge, moi j'entends très bien encore le discours de M. Hollande en disant « on fera payer les riches ». Eh bien aujourd'hui, les Français, où ils sont devenus tous riches, puisque tout le monde paye. Quand on entend M. Cazeneuve dire qu'on va augmenter les impôts en 2014 d'1 milliard d'euros, alors que rien qu'en augmentation de TVA, on sera à 6,5 milliards d'augmentation. Mais ça, comme par enchantement... Cela a déjà été voté, hein, c'est pour cela qu'il ne précise pas. Ça a été voté, mais ça va être appliqué à partir du 1er janvier. Donc de toute façon, ce sont des charges qui vont peser sur les Français à partir du 1er janvier. Et je plains mes collègues de la majorité qui vont devoir avaler des couleuvres une fois de plus et qui vont être amenés à défendre l'indéfendable. Parce que franchement, sur le terrain aujourd'hui, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Les Français ne vous croient plus. Tout le monde aujourd'hui est obsédé par les charges et par les impôts. Tout le monde. Depuis les plus modestes jusqu'aux plus fortunés. Et tout le monde baisse les bras. Je pense que votre affaire va être extrêmement difficile dans les mois qui viennent. Vous comprenez ce ras-le-bol fiscal qui est apparemment un message important dans les circonscriptions quand vous rentrez dans vos territoires différents? En fait, le débat qui se lance, et je trouve que c'est très sain. D'abord, je rappelais à mon collègue que la réalité, il le sait d'autant plus que je crois qu'il avait sûrement défendu à l'époque la TVA sociale, etc. Donc le débat il y aurait la gauche qui fait de la fiscalité et l'opposition d'aujourd'hui qui était la majorité d'hier, qui effectivement ne faisait pas de fiscalité, c'est un petit peu caricatural puisque je pense que les 10 ans de pouvoir auxquels il a participé ont bien montré aussi que la fiscalité malheureusement était aussi très présente vis-à-vis du fait qu'il y avait une situation financière compliquée, y compris pour ceux qui gouvernaient à l'époque. Juste pour dire par rapport à cette question, on peut comprendre, mais le débat de fond, c'est à quoi sert l'impôt, en fait. Et c'est le vrai débat. Deux choses l'une. Soit l'opposition d'aujourd'hui pense que l'impôt n'a plus de fonction dans ce pays, mais c'est une remise en cause totale du modèle dans lequel on vit. Soit on pense que l'impôt a une réalité. Et à partir de ce moment-là, c'est assez logique qu'il y ait une répartition de l'impôt. Là où je suis d'accord, moi, je suis pas sûr que la majorité d'hier l'a fait, mais c'est que les plus fragiles, les plus modestes, ce qu'on dit, les gens qui sont le plus en difficulté doivent être protégés par rapport à ces besoins évidents que nous avons pour tenir notre modèle de société. Ça, c'est ce que nous faisons très concrètement dans le cadre du budget, mais après derrière, mais les Français, effectivement, le fait que tout le monde participe, y compris, je vous rappelle, hausse d'impôts. Oui, mais les Français ne comprennent pas où vont les augmentations d'impôts aujourd'hui selon les sondages. Que le débat soit sur, en gros, le problème, c'est pas de savoir si on utilise ou pas l'impôt, c'est de savoir à quoi sert l'impôt, dans quelle logique il est utilisé, et ça, c'est un vrai débat de dire, en gros, ces nouvelles recettes, à quoi elles sont attribuées, et quand on crée, par exemple, des postes dans l'enseignement, moi, je pense que mon collègue le vit à chaque rentrée, il y a toujours ces débats sur les écoles, il faut plus d'enseignants, etc. Mais quand on répond, vous avez créé 60 000 postes, ça n'a rien changé. Ça n'a absolument rien changé. Oui, bien sûr, il faut les payer. Une dernière question sur la croissance, sur les impôts. Les chiffres sont meilleurs que prévu pour la croissance. 0,2 en 2013 contre 0,1% selon le gouvernement. Il y aurait 0,9% de croissance du PIB en 2014. Est-ce que cela prouve qu'il y a des premiers fruits de la politique du gouvernement? Il faut arrêter de se moquer du monde. Enfin, c'est une tendance qui est mondiale. Alors, les États-Unis font mieux que nous, les Allemands font mieux que nous, l'ensemble des pays autour de la France font mieux que nous. Ce serait quand même malheureux qu'il n'y ait aucune incidence d'une reprise mondiale sur la France, sauf que nous sommes moins bons que les autres. Et que la situation n'est pas bonne, tout le monde peut s'en rendre compte. L'espoir aujourd'hui est en train de quitter les Françaises et les Français. Et d'ailleurs, les élections récentes le montrent bien, que le représentant de la majorité soit battu dès le premier tour dans une élection comme Brignoles, avec une explosion du Front National, est quelque chose qui nous inquiète. Vous savez, Mitterrand avait créé le Front National et Hollande le fait prospérer. Allez, on va passer au deuxième sujet du jour, et les retraites et même la dépendance. Car je vous le disais, dans quelques minutes, vous pourrez suivre en direct les explications de vote et le vote sur ce projet de loi des retraites. Dans l'hémicycle, le Premier ministre est revenu sur ce texte. Il va même plus loin. Jean-Marc Ayrault lance un autre chantier très périlleux, celui de la dépendance.
L'enjeu, c'est de sauver notre système de retraite par répartition, basé sur la solidarité intergénérationnelle. Mais il faut aller au-delà. Et aller au-delà, c'est traiter la question de l'allongement de la durée de la vie sur tous ces aspects. Le gouvernement ne fera pas comme le gouvernement précédent, c'est-à-dire d'avoir annoncé une réforme pour la dépendance et puis, devant l'obstacle, renoncer. Eh bien, notre gouvernement et notre majorité ne renoncera pas. Christophe Cavard, j'ai un petit peu la même question que pour le budget. Cette réforme des retraites, on vous a entendu la critiquer. Vous, je parle du groupe écologiste. Allez-vous, dans quelques minutes à l'Assemblée, le voter, oui ou non? Non. On va s'abstenir avec des phases très critiques aussi sur le texte. Nous trouvons injuste, en fait, mais je crois qu'il y a eu des comparaisons, je l'ai entendu tout à l'heure dans l'hémicycle, sur la réforme de 2010 par rapport à la situation d'aujourd'hui. Non, je pense que le fait de pouvoir rééquilibrer le système par répartition simplement en augmentant les cotisations ou en augmentant la durée se fait reposer essentiellement sur la question le financement sur les salariés. Ça pose un problème majeur. Je fais partie de ceux, et nous faisons partie de ceux qui pensent qu'au niveau du financement, il y a d'autres possibilités, ce qu'on appelle l'élargissement de l'assiette, c'est-à-dire aller chercher de l'argent là où il est. Je ne suis pas sûr qu'évidemment je sois suivi par mon collègue de l'opposition, mais très concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bénéfices qui sont reversés ce sont des salaires déguisés sous forme de dividendes et autres à des personnes qui prennent des actions dans des entreprises, mais qui chaque année ont des salaires déguisés. Et je ne vois pas pourquoi, dans le cadre du système de solidarité des retraites, ils ne participeraient pas activement à sauver ce système-là aussi. Rudy Sall, vous avez constitué un contre-projet UDI sur cette retraite. On entendra Philippe Vigier dans l'hémicycle dans quelques minutes. Il a porté ce projet de loi-là. Il y avait un point, c'était la prise en compte des stages pour les retraites. Le gouvernement apparemment vous a écouté. Est-ce que pour vous c'est un bon signal ? Oh, c'est un tout petit signal. Ça n'est pas ça qui va nous faire voter cette loi. Parce que nous savons bien que nous n'allons pas régler le problème. Nous sommes encore en train de payer les errements de la politique de François Mitterrand, lorsqu'on est passé de 65 ans à 60 ans. Et depuis cette époque-là, nous sommes en train d'essayer de sauver la sécurité sociale, les retraites, parce que nous savons bien qu'avec l'allongement de la vie et avec aussi l'augmentation du chômage en particulier, et avec la diminution du nombre d'actifs et l'augmentation du nombre de retraités, eh bien, c'est la quadrature du cercle. Mais il y a eu de réformes quand même sous la droite dans les dernières années. Mais on aurait dû aller plus loin. Bien sûr qu'elles ont servi, mais c'était pas 62 ans, il fallait aller à 65 ou à 67 ans. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui a 67 ans d'aujourd'hui avec quelqu'un qui avait 67 ans il y a 30 ou 40 ans. Ça n'est pas comparable. Et chacun le sait bien. Alors vous parlez de l'âge, mais on a parlé de la dépendance dans l'hémicycle. On a entendu Jean-Marc Ayrault qui a dévoilé des premiers signes de réforme pour l'année prochaine. Christophe Cavard, pour vous, est-ce que la France aujourd'hui a les moyens financiers de réformer une telle réforme que l'on sait très ambitieuse? La droite a renoncé notamment sur ce sujet. Oui, je pense que la droite n'a pas renoncé que sur ce sujet, parce que, juste pour dire que quand j'entends il faut travailler plus, donc plus longtemps, par rapport au régime, comment on gère cette proposition-là, qui est pas qui est la nôtre, et en même temps de crier avec les autres sur le fait que le chômage est trop important, que les jeunes ne peuvent pas rentrer au niveau des emplois, etc. Sauf à imaginer des emplois qui n'existent pas, jusqu'à preuve du contraire, j'insiste, le fait qu'on fasse durer plus longtemps des gens dans l'emploi sous prétexte qu'il faut qu'ils travaillent plus pour pouvoir payer leur propre système de retraite, fait qu'évidemment, il y a moins de jeunes qui puissent accéder, donc il y a plus de problématiques, etc. Donc il faudra quand même expliquer comment on équilibre ça. Sur la question de la dépendance, que ce soit clair, bien sûr, il n'y a pas le choix. Moi, je suis aussi conseiller général. Vous voyez, donc les conseillers généraux, ils savent de quoi ils parlent sur la question de la dépendance. Quand on nous a transféré, et ça c'est votre gouvernement, quand il a transféré vers les collectivités locales l'ensemble des dispositifs, notamment sur les personnes âgées, a oublié évidemment de transférer les moyens et les dotations qui allaient avec. Donc les conseils généraux aujourd'hui se retrouvent dans la difficulté. Donc on n'a pas le choix. Le gouvernement actuel et notre majorité doivent faire une telle réforme. Eh bien évidemment qu'on viendra. Des milliards d'euros. On ne parle pas de quelques milliers d'euros. Absolument. Donc on reviendra sur un système de solidarité collective où moi j'ai pas l'âge d'être dépendant tout de suite, mais ça me pose aucun problème et j'espère que la plupart des Françaises et des Français non plus d'être dans un système de solidarité qui fait que collectivement, au nom de la société et au nom de nous tous,
les plus fragiles d'entre nous qui vont vieillir, on va faire en sorte de les prendre en charge à travers effectivement des recettes nouvelles qu'il nous faudra aller capter. Et comme vous savez que les écolos, on est pour ce qu'on appelle le transfert fiscal, c'est-à-dire on n'est pas pour plus de fiscalité, mais il y a de la fiscalité aujourd'hui dont on a besoin, par exemple sur des sujets comme celui-là ou sur des sujets plus chers aux écolos au niveau de l'écologie, eh bien il faut qu'on allège sur un certain nombre de sujets fiscaux pour venir effectivement récupérer sur d'autres. Et c'est comme ça que dans le cadre du transfert fiscal, on est dans une logique d'équilibre. Permettez-moi de vous dire, je ne comprends rien à ce que vous êtes en train de nous raconter. Et en particulier, j'ai retenu qu'en abaissant l'âge de la retraite, on allait créer de l'emploi. Vous avez effectivement baissé l'âge de la retraite à 60 ans et on a créé du chômage. Donc votre analyse et votre étude est totalement fausse. Donc vous passez l'inverse. Mais bien sûr, je pense l'inverse. Je pense qu'il faut permettre aux gens de travailler. Et je pense qu'il faut permettre de créer de la richesse dans ce pays. Et il faut arrêter de dire en permanence que tout est possible avec des constructions telles que celles que vous venez de nous faire, qui sont absolument incompréhensibles. Sur la dépendance, Rudy Sall, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faut une réforme. Nicolas Sarkozy avait annoncé une grande réforme de la dépendance. Au final, il n'y a rien eu. Oui, Est-ce que cela prouve que c'est compliqué aujourd'hui financièrement? C'est compliqué, c'est très cher, et c'est tombé dans une période de crise. Donc chacun s'accorde à dire que c'est la plus grave depuis celle de 1929. Alors on peut évidemment, il y avait la volonté. Reporter la réforme. Il faudra la faire dès qu'elle sera possible, mais il faut regarder comment la financer. Parce que tout le monde a la volonté de le faire. Personne dans ce pays, ni la droite ni la gauche, ne peut dire qu'il ne faut rien faire en matière de dépendance. Mais comment la fait-on et comment la finance-t-on? Le vrai débat, vous savez, justement, avant de vous laisser la parole, on va écouter l'UMP. On n'a pas entendu l'UMP depuis le début. Je ne peux pas vous laisser la parole car la séance démarre. Je vous le disais. Désolé, merci d'avoir été mes deux invités. Mais il est 16h23. Vous allez rejoindre l'hémicycle pour cette discussion et ce vote très attendu sur le projet de loi retraite. On se retrouve à 17h. Après, on parlera de budget. À tout à l'heure.